As mudanças que atingem a educação e a gestão de conhecimentos desenham a base de uma nova sociedade. A escola e os educadores passam por uma revisão dos seus princípios pedagógicos e do uso de recursos e tecnologias de aprendizagem. Mas a grande revolução é sentida principalmente na nova organização e produção dos saberes. A inteligência é fruto do coletivo e o conhecimento passa a representar o maior bem da humanidade. Neste programa, o filósofo Pierre Levy discute por que a escola perdeu o monopólio sobre a transmissão do conhecimento e como será a educação do nosso tempo. Alors, je dirais qu'il y a trois grandes mutations du rapport au savoir. La première de ces mutations, elle concerne la vitesse d'apparition, de renouvellement et d'obsolescence des connaissances. Je crois que la façon la plus simple et la plus frappante de le dire, c'est que jusqu'à peut-être il y a 25 ans, quand quelqu'un apprenait un métier dans sa jeunesse, la plus grande partie de ce qu'il avait appris était encore applicable à la fin de sa carrière professionnelle et il pouvait même le transmettre à ses enfants ou à des apprentis. Aujourd'hui, on est passé à une situation complètement différente. Peut-être pas dans tous les métiers, mais dans un nombre de plus en plus grand de métiers. Aujourd'hui, le cycle de renouvellement des connaissances est de 3 ans, 5 ans, 10 ans, et pas seulement dans les métiers de haute technologie. Donc on est dans un cycle de transformation perpétuelle. Une tendance très intéressante qu'on peut observer depuis plusieurs années, c'est l'augmentation du nombre de gens qui sont, disons, self-employed, c'est-à-dire qui sont des entrepreneurs individuels. Des gens qui ont acquis une compétence en faisant des études ou en travaillant dans telle ou telle entreprise ou en étant consultant, etc. et qui visent surtout à lui faire prendre conscience qu'au fond, qu'est-ce que c'est travailler aujourd'hui? Travailler, c'est rendre service aux autres. On peut donner cette définition très simple. Pourquoi? Parce qu'on n'est plus à l'époque préhistorique où les êtres humains étaient directement au contact de la nature, la chasse, la cueillette, etc. On est de moins en moins à la période où on cultive la terre et où on va manger les produits qu'on a cultivés. Si on cultive la terre, c'est pour vendre les produits agricoles aux autres, donc finalement leur rendre service. Hein. Oui. Plus la croissance du secteur des services, où de manière évidente, qu'est-ce qu'on fait? On se rend service les uns aux autres, chacun à sa manière. N'est-ce pas? À partir du moment où, plutôt que de dire « je suis chômeur », vous vous dites « comment est-ce que je pourrais rendre service aux autres ?» Vous voyez la manière de renverser. Ou comment on pourrait s'associer pour se rendre service les uns aux autres, n'est-ce pas? Ou comment on pourrait s'associer pour proposer aux autres un service qui va les intéresser. Vous voyez, c'est une mentalité d'entrepreneur, si vous voulez, mais pas nécessairement d'entrepreneur capitaliste pour gagner de l'argent, etc. Mais simplement, c'est la nouvelle façon, je pense, d'aborder cette question du travail. Non pas à partir d'une identité professionnelle. Je suis ceci, je suis cela, je défends mes privilèges, je défends les acquis, etc. On laisse tomber l'identité, on laisse tomber les acquis, d'accord? Et on a une attitude ouverte, on voit le monde autour de soi et on se dit, tiens, comment je pourrais rendre service aux autres? Je pense que c'est dans ce sens-là que le travail est en train d'évoluer. Alors. Depuis quelques dizaines d'années, l'emploi a surtout augmenté dans le secteur dit tertiaire, n'est-ce pas? Celui des services, donc transport, commerce, finance, assurance, tout ce que vous, éducation, etc. Et
à l'intérieur des services, plus particulièrement ce qu'on pourrait appeler l'industrie de la connaissance. Oui. N'est-ce pas? Recherche, documentation, enseignement, consultation, formation professionnelle, mais aussi les médias, tous les métiers de la communication, de la culture, etc. Et ce qui se passe avec la révolution de la cyberculture, c'est que ce sont ces métiers de service et ces métiers de l'industrie de la connaissance qui connaissent à leur tour une extraordinaire augmentation de la productivité. C'est-à-dire que tout ce qui est traitement de l'information, communication, coordination, est évidemment démultiplié par les nouveaux outils à support numérique. Bon. Alors on se dit, est-ce qu'il y a un secteur quaternaire où va aller toute cette population qui est libérée en quelque sorte par l'augmentation de la productivité des services de la communication et de l'industrie de la connaissance. Bon. En fait, il faut bien voir que l'informatisation ne concerne pas seulement l'augmentation de la productivité dans le tertiaire, mais aussi dans le secteur primaire. Les secteurs les plus avancés de l'agriculture, par exemple, utilisent les ordinateurs, sont branchés sur des réseaux internationaux, des banques de données, etc. Ça concerne également l'industrie, n'est-ce pas? Donc en fait, c'est toutes les activités humaines qui sont touchées par l'informatisation. Qu'est-ce que c'est penser? Les êtres humains sont des êtres pensants. Et j'avais lu, j'avais 10 ans, 12 ans peut-être, des livres sur la cybernétique et sur ce qu'on appelait à l'époque les cerveaux électroniques. Et vraiment, c'était une perspective qui me fascinait. Je me disais, mais comment on peut reproduire la pensée avec des êtres qui ne sont pas vivants, avec des machines? Voilà. Ce genre de questions m'avait intéressé depuis très longtemps. Et puis ensuite, pendant que je faisais mes études en histoire et en géographie, parce que c'est là que j'ai fait ma formation initiale, c'était dans les années 70, à la fin des années 70. Et là, on commençait déjà à avoir des cours de méthodologie dans la recherche historique et aussi dans la cartographie en géographie qui nous apprenaient l'utilisation des ordinateurs. Et là, j'ai compris que l'utilisation de l'ordinateur changeait la manière de faire de la recherche, que l'outil amenait évidemment de nouvelles possibilités, mais aussi des contraintes sur la façon de faire de la recherche, et que ça transformait le mode de pensée du chercheur. Et là, pour moi, ça a été le premier flash, en quelque sorte, c'est que à cette période-là, on regardait l'ordinateur plutôt comme une intelligence artificielle, un cerveau électronique, etc. Mais le premier contact direct que j'avais avec l'informatique, c'était de voir que c'était plutôt une intelligence humaine augmentée et transformée par l'ordinateur. Et à la même période, à la fin des années 70, il y a eu un rapport officiel qui est paru en France
qui s'appelait le rapport Nora-Menck, c'était les deux auteurs, rapport sur l'informatisation de la société, dans lequel ces deux auteurs faisaient un peu de prospective sur la mise en réseau des ordinateurs par le système téléphonique. À l'époque, évidemment, on ne parlait pas d'Internet, mais il y avait déjà les premiers réseaux de télécommunications informatiques, et surtout, il y avait le projet en France de faire le Minitel, qui était une sorte d'ancêtre d'Internet ou d'Internet préhistorique, si l'on veut. Et en lisant ce rapport, qui est paru en 78 ou en 79, j'ai compris que toute la société allait être transformée, puisque ça mettait en jeu la communication, puisque ça mettait en jeu la pensée, puisque comme ça mettait en jeu aussi la perception, la mémoire, etc. Donc toutes les dimensions finalement de l'activité humaine. Et je me suis dit, mais c'est là-dessus qu'il faut travailler, parce que déjà à cette période-là, je me disais que parmi les principales forces de transformation de la société, celles qui passaient par la technique étaient peut-être beaucoup plus importantes que celles qui passaient par l'action politique explicite, délibérée. Au fond, les gens qui ont inventé les ordinateurs et les réseaux d'ordinateurs ont beaucoup plus fait pour transformer la société que des militants politiques. Alors, c'est à partir de là que j'ai commencé à m'intéresser à la question. Você acha que é possível pensar numa revolução utilizando a internet ou o computador? Oui, non, mais c'est-à-dire que Internet est la révolution. C'est pas se servir d'Internet pour faire la révolution, d'accord? La révolution, c'est la croissance d'Internet. Dans les débuts des années 70, les ordinateurs, comme vous l'avez rappelé, étaient utilisés par les grandes entreprises et par les chercheurs scientifiques. Ça n'était pas aux mains des gens, aux mains de la population. Bon. Et il y a eu plusieurs groupes d'activistes technologiques, surtout en Californie, qui se sont servis de l'apparition du microprocesseur pour dire, mais au fond maintenant, on pourrait faire des ordinateurs pour tout le monde, mettre la puissance des ordinateurs au service des individus ou des petits groupes et pas seulement des gros pouvoirs bureaucratiques et économiques. Et c'est comme ça que l'ordinateur personnel est arrivé. Ces gens-là ont inventé l'ordinateur personnel, à l'époque contre les grandes compagnies d'informatique, n'est-ce pas? Et il y a eu une rencontre entre ce projet qui était complètement utopique à l'époque et finalement un désir social de s'approprier la puissance de calcul. Il faut bien voir qu'à l'époque, les micro-ordinateurs ne servaient à rien. Ça servait juste à faire tourner des programmes. C'est seulement plusieurs années après qu'il y a eu le traitement de texte, les programmes de dessin, et puis les programmes de communication, et puis les programmes de comptabilité, etc. Mais au début, c'était juste comme ça pour le plaisir. C'était un projet fou. Et si on avait dit à l'époque que 90% ou plus du marché de l'informatique serait des ordinateurs personnels, 15 ans plus tard, personne ne vous aurait cru. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Bon. Je veux prendre un deuxième exemple, celui de l'Internet. Comme chacun sait, Internet, au départ, a été, disons, la norme technique. Le premier noyau du réseau Internet a été mis au point par l'armée américaine pour faciliter le travail de chercheurs qui travaillaient pour l'armée américaine et surtout leur permettre d'accéder à des gros ordinateurs pour distribuer la puissance de calcul. C'est pour ça que ce réseau a été mis au point. Bon. Mais à la même époque, c'est-à-dire à la fin des années 60 et au début des années 70, commençaient à apparaître un peu partout dans le monde, surtout en Amérique du Nord, mais un peu partout, des réseaux d'ordinateurs de toutes sortes. Et
ces réseaux d'ordinateurs, pas seulement dans les universités, dans les entreprises, etc., mais aussi sur une base associative, personnelle, privée, de gens qui étaient passionnés par une nouvelle forme de communication qu'ils étaient en train d'inventer. Et progressivement, tous ces réseaux d'ordinateurs se sont interconnectés les uns avec les autres, et c'est Internet, parce qu'il avait une norme technique particulière qui permettait l'interconnexion de réseaux hétérogènes techniquement, parce qu'Internet, ça veut dire interréseau, hein, qui a fédéré tous ces réseaux. Et on peut dire que c'est un véritable mouvement social de jeunes qui vivent dans des grandes métropoles, qui sont intéressés par justement la révolution technique et qui sont surtout intéressés à expérimenter de nouvelles formes de communication interactive et communautaire qui ont créé ce réseau. Et là encore, ce n'était pas une décision ni d'un gouvernement, ni d'une grande entreprise, c'est venu de la société. Alors aujourd'hui, l'espace de notre conscience est en train de s'agrandir d'une manière remarquable, on en a longuement parlé, et il est normal que les artistes accompagnent ce mouvement culturel. Et notamment, la transformation de l'esprit humain, de la façon d'être dans le monde, de la façon qu'on a de communiquer les uns avec les autres, qui est liée à tous les instruments de la cyberculture, n'est-ce pas? Je ne veux absolument pas dire que le seul art important aujourd'hui, c'est celui qui va utiliser les ordinateurs et les réseaux numériques, bien entendu, hein. Il ne s'agit pas de dire, voilà, c'est dans cette direction que l'art doit aller. Ce n'est pas du tout ça. L'art peut aller n'importe où, surtout qu'on ne lui donne pas de direction, n'est-ce pas? C'est aux artistes à explorer ces nouveaux espaces. Mais il faut reconnaître qu'une des directions intéressantes de l'art aujourd'hui, c'est celle qui utilise les nouveaux moyens techniques. Alors, l'utilisation de ces nouveaux moyens techniques, digitaux, numériques, donne un certain nombre de caractéristiques à ce cyber-art ou à cet art électronique. D'abord, on peut dire qu'il s'agit d'un art de l'interactivité. Hein, on a déjà défini ce terme, donc il ne s'agit pas de proposer une forme ou un message particulier, même si ce message est long et complexe, mais de proposer une matrice de messages ou une matrice de formes virtuelle avec lequel va interagir, on ne peut plus dire le spectateur ou le lecteur ou l'auditeur, on va dire un interactant, et qu'il va explorer ou actualiser au fur et à mesure qu'il interagit avec cette matrice de formes virtuelles. Déjà, sous une forme très simple, un simple site web ou un simple CD-ROM, c'est quelque chose de ce genre. Si on construit un monde virtuel avec une sorte de simulation d'espace tridimensionnel, labyrinthique, etc., on a déjà une forme plus complexe. Si on construit un monde virtuel qui peut être habité par un grand nombre d'interactants ou de personnages et qu'ils peuvent contribuer à construire, on a une forme encore plus complexe. En général, on peut dire que, bien que ça ne soit pas, disons, une règle absolue et universelle, mais bien souvent, les œuvres de la cyberculture sont des milieux à explorer. Ce sont des espaces dans lesquels l'individu est amené à s'immerger. C'est pourquoi on a très souvent comparé les gens qui travaillent dans ce nouveau domaine à des architectes. Mais bien sûr, ils ne construisent pas un espace physique, hein, ils construisent un espace virtuel. Mais c'est un espace au sens où il demande à être habité et où chacun, bien sûr, va l'habiter d'une façon différente. Voilà, donc ça, il laisse de l'espace au spectateur, hein, qui n'est plus un spectateur, justement. Il lui donne la possibilité de
co-construire l'œuvre. Et ça, c'est nouveau, je crois, hein, parce que c'est sûr que les œuvres du passé laissaient une liberté d'interprétation. Par exemple, un texte de littérature peut être interprété de façon différente par des personnes différentes. Pareil pour une image, pareil pour une musique, vous la vivrez d'une façon différente. Tandis que là, avec les œuvres d'art de la cyberculture, ce n'est pas seulement l'interprétation qui est laissée à celui qui goûte l'œuvre, mais c'est aussi la manifestation de l'œuvre à laquelle il est amené à participer.